1, 2, 1, 2. Je me mets bien. Toi, Jocelyn 1, 2, 1, 2, test, 1, 2. Parfait, ça marche. 1, 2. Salut Jocelyn, Salut David. comment tu vas? Bah écoute, très bien. Très bien. Déjà, je voudrais d'abord te remercier d'avoir accepté cette interview. Absolument. Bah, c'est moi qui te remercie de m'inviter sur ta chaîne. C'est avec grand plaisir et c'est une fierté pour moi parce que enfin j'arrive à inviter sur ma chaîne quelqu'un de compétent et qui a une véritable expertise dans le domaine de l'étrange. Compétent, je sais pas, mais en tout cas, j'essaie d'avoir une approche, on va dire, raisonnée ou raisonnable de tous ces phénomènes. Déjà, tu as une certaine expérience. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, donc Jocelyn Keller, comme tu me l'as dit. Moi, je me présente comme un historien de l'étrange. Ça veut dire que je ne suis pas ufologue, je suis pas enquêteur paranormal. En fait, j'applique aux phénomènes paranormaux les mêmes méthodes que le ferait un historien qui étudierait les faits de société ou les grandes batailles, par exemple. Donc, je me repose beaucoup sur des faits et j'ai envie de dire les faits, rien que les faits. Mais à partir d'un certain moment, quand tu as des faits, tu peux aussi proposer des hypothèses. Alors, quel a été le déclic qui t'a, on va dire, convaincu d'entamer des recherches dans le domaine de l'étrange? Ça fait un peu plus de 10 ans que je m'intéresse au paranormal. Enfin, en tout cas, que j'écris des livres sur le paranormal, parce que mon intérêt pour le paranormal remonte à mon adolescence. À l'époque, je lisais beaucoup de livres de science-fiction. Ouais. Je pense que vers les 10-12 ans, j'ai dû lire le livre de Jean-Claude Bourret sur les soucoupes volantes. On devait être dans les années 76, 77 par là. Au tout début des années 80. Ouais. Voilà, exactement. Voilà, tous ces événements, enfin, j'ai eu une très grande curiosité. Mais contrairement à d'autres qui sont venus au paranormal parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Moi, c'est vraiment de la simple curiosité. Curiosité on va dire, de l'homme normal du 20e ou du 21e siècle qui a envie d'en savoir plus sur ces phénomènes. Et moi, je considère que, tu vois, par exemple, se poser des questions comme « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» ou « Y a-t-il une vie après la mort ?» ne sont pas des sujets de moquerie. C'est des sujets très intéressants. C'est carrément des questions existentielles. Bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu commences à aborder ces sujets, malheureusement, ça tombe très très vite à la plaisanterie. Surtout en France. On a une culture Surtout en France. Pas du tout. On est cartésien. Ouais. Et aujourd'hui, alors c'est très bien d'être cartésien, d'avoir les pieds sur terre. Moi, j'ai les pieds sur terre. J'ai les yeux ouverts et les pieds sur terre. Je dis souvent ça. C'est bien d'avoir les pieds sur terre, mais c'est aussi, comment dirais-je, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, il faut à un moment se poser des questions. Ouais. Voilà, on peut pas balayer tous ces phénomènes qu'aujourd'hui la science n'arrive pas à expliquer en disant ce sont des balivernes et ça n'a aucun intérêt. Au contraire, je pense qu'il y a des chemins à explorer et il faut le faire. Alors c'est vrai qu'en Europe et surtout en France, on est assez fermé à ça de manière générale, bien que quand je fais beaucoup de salons, je m'aperçois que les gens, quand on commence à leur parler de paranormal, ils ont tout de suite une anecdote ou ils connaissent tout de suite quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose. J'ai l'impression que les gens n'osent pas en parler. Il y a sûrement oui, plus de gens qui y croient qu'on le pense. Ah ben ça c'est en public, ils n'en parlent pas. Ça c'est le blocage. Ça c'est le blocage de base, à savoir je ne vais pas le dire, je vais pas dire ce qui m'est arrivé parce qu'on va se payer ma tête. Voilà. Exactement. Donc je le fais pas. Ben moi j'ai eu la chance de partir en Écosse il y a 6 mois. Et là-bas, la culture n'est pas du tout la même face au paranormal au sens large. Hein. Dans le monde anglo-saxon, que ce soit en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus ouverts à ça. C'est considéré comme faisant partie de la vie. Et on te parle de fantômes, d'ovnis, de choses comme ça de manière assez naturelle. En France, dès que tu commences à prononcer ces mots-là, on te regarde d'un drôle d'air. Hélas. As-tu vécu toi-même des situations un peu étranges ou que tu n'as pas pu expliquer dans le cadre de tes recherches ou de certaines rencontres que tu as pu faire? Alors, je vais être franc, il m'est jamais rien arrivé de vraiment très spectaculaire. Mais je pense aussi que le paranormal n'est pas forcément spectaculaire. C'est plein de petites choses comme ça, un petit peu aléatoires, sporadiques, plus que des grands événements. On n'est pas au cinéma, voilà, c'est ça le plus important. Mais cela dit, m'est arrivé quelques petites histoires. Alors au château de Fougeray, par exemple, je raconte toujours cette anecdote parce que ça fait partie de ces phénomènes que je n'ai jamais réussi à expliquer. J'y étais avec la web TV BTLV et puis on avait privatisé le château de Fougeray. On était dans une pièce avec donc des gens qui enregistraient du matériel. Il y avait des médiums qui essayaient d'avoir des contacts, ou en tout cas qu'il se passe quelque chose. Bon, il se passait rien, on était sur le point de fermer la séance, comme on dit, et tout à coup on a entendu, on était quand même une douzaine dans la pièce, on a entendu un grand bruit comme
comme quelque chose qui roulait sur le plancher dans le couloir. Moi, j'étais un des plus proches de la porte, donc j'ai ouvert la porte, et là, effectivement, sur le plancher, il y avait un verre à pied qui était là, et qui manifestement avait roulé sur le plancher. Donc, effectivement, tout le monde s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce verre, d'où il vient, etc. Alors, Véronique, qui est la châtelaine, la propriétaire du château, a reconnu le verre comme faisant partie d'un service de 4 verres, mais qui se trouve à l'opposé du château, c'est-à-dire au moins à 25 mètres de là. Et donc on a effectivement pris le verre et on a vu qu'en allant sur place, il y avait un service de 4 verres, pardon, où il en manquait un. Et notre verre qu'on avait trouvé sur le plancher était bien le 4e manquant. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait un... Alors justement, j'ai cherché. Je me suis dit de manière raisonnable et de manière rationnelle, qu'est-ce qui peut expliquer l'arrivée de ce verre. J'ai un peu tout cherché. Alors déjà, la présence de quelqu'un, franchement, on est dans un vieux château où dès que tu marches sur le plancher, ça fait un énorme crack. En plus, il y avait un silence absolu à ce moment-là, puisque on attendait qu'il se passe un phénomène. Je peux à peu près assurer, alors on va dire à 99% qu'il y avait personne d'autre dans le château à ce moment-là. Et s'il y avait une personne à l'extérieur dans le couloir qui a déposé ce verre, ou en tout cas qui l'a fait rouler, je ne sais pas d'où elle est venue et comment elle a fait pour pas faire de bruit. Il n'y a pas d'endroit pour se cacher. J'ai même cherché, pour te dire, sous des armoires, enfin des endroits, s'il n'y avait pas un système. Alors je vais le montrer comme ça parce que je ne sais pas comment le décrire, mais de petites, tu vois, d'un petit truc. Voilà, tu mets ton verre comme ça et puis il y a un petit système qui fait que tu pousses le verre et il roule. Ouais. Voilà, et tu déclenches ce système avec un bouton, enfin un système électronique. Bon, il n'y avait rien de tout ça. Le système, serait resté, quoi qu'il arrive. Le système, je pense qu'on l'aurait trouvé. Il faut savoir aussi qu'au château de Fougeray, c'est un peu open bar. C'est-à-dire que tu te balades partout, tu peux regarder, enfin, il y a pas d'endroit vraiment fermé. Tu peux vérifier partout, tu peux fouiller partout. Je pense que s'il y avait des trucages ou des supercheries, on les aurait trouvés depuis longtemps. Voilà. Donc je m'explique pas. Alors Véronique nous dit que de temps en temps il y a ce que ça s'appelle du jotting. C'est un terme que j'avoue que je connaissais pas il y a quelques années. C'est ces objets qui disparaissent et qui réapparaissent, qui se rematérialisent. Alors ça peut être quelques secondes après ou quelques semaines après. Tu vois, par exemple, on trouve qu'un objet a disparu et puis tout à coup, il réapparaît quelques semaines après. Alors c'est pas les fameuses clés qu'on perd et qu'on retrouve pas. Hein. C'est des choses comme ça. Elle me dit, et puis d'autres gens l'ont dit aussi à Fougeray ou dans d'autres endroits, que parfois ça se matérialisait. Enfin certaines personnes disent avoir vu matérialiser une balle de tennis, enfin des choses comme ça. Bon, moi j'y étais pas, je peux pas le prouver, mais voilà, c'est un phénomène en tout cas qui relève du paranormal et qui est assez curieux. Et ce verre qui a roulé, est-ce que vous avez filmé la séquence? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah, ça s'est passé complètement. Non, ça s'est passé en hors champ, si tu veux. Puisque toutes les caméras, nous on était tous dans une pièce, alors je sais plus dans quelle chambre on était, et on était tous concentrés sur le fait qu'en fait il se passait rien. Et tout à coup il y a ce bruit assez violent et tout le monde a fait, mais c'est quoi ça? Voilà. Et là on a découvert le verre. Mais il y a personne qui a vu quoi que ce soit. Le verre, on l'a vu, il était sur le sol, c'est tout. D'accord. Personne l'a vu rouler, personne l'a vu apparaître. Impressionnant. Après, à Fougeray, il est arrivé des petits trucs aussi. Moi, j'ai une autre anecdote, si j'ai le temps de la raconter, qui est toujours liée à Fougeray, mais indirectement. C'est-à-dire qu'il y a eu des documentaires faits par BTLV à Fougeray. Et je me rappelle, c'est il y a quelques années, il y avait, au retour de Fougeray, il y avait un problème, il y avait plein de problèmes techniques pour faire ce documentaire. Déjà, c'était assez étrange parce que c'est un peu comme si tout se liguait pour que le documentaire se fasse pas. Okay. Et je me rappelle que Bob, donc le patron de BTLV, avait pris la parole dans une sorte de Facebook Live, et il était tout seul dans le studio, et il nous disait écoutez, je suis désolé, le documentaire que je vous avais promis n'est pas encore prêt, vous l'aurez la semaine prochaine, mais voilà, on a du retard, bon, voilà. Et en gros, l'émission était juste destinée à expliquer qu'il y avait du retard. Et il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'au moment où il parlait, alors qu'il était tout seul dans le studio, hein, les quelques personnes qui bossaient avec lui étaient parties, c'était assez tard, vers 20h, 21h, et à ce moment-là, il y a eu, on a entendu très fort dans le studio, sa voix en boucle. C'est-à-dire ce qu'il appelle les accroches, là, les annonces qu'on fait au début des émissions. Ça l'a fait sursauter, je me rappelle, et nous on était moi j'étais devant mon Facebook Live en train de regarder chez moi, et j'entends effectivement « Bonjour, vous êtes sur BTLV », enfin je sais pas quoi. Et ça tourne en boucle comme ça. Et là je vois mon pote Bob qui fait « Attendez, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire ?» Il se lève, il va voir, et il dit « Écoutez », et il revient. Alors je le vois déjà,
pas bien comme on dit. Bah Et il me dit, je comprends pas, pour que le truc se déclenche, il faut appuyer sur des boutons, quoi. Enfin, ça part pas comme ça. Ça peut pas partir par accident. Et en plus, il dit, c'est une phrase assez longue que je dis. Et là, c'était que le début. Bonjour, vous êtes sur BTV. Bonjour, vous êtes sur BTV. Voilà, comme si ça tournait en boucle. Donc, bon, j'ai vu qu'il était pas très à l'aise. Il a dit, écoutez, je vais vous laisser, je vais rentrer chez moi. Et tout ça. Et nous, on lui avait dit, il y avait un chat, et tout ça, et on lui a dit, laisse la caméra, le live allumé, quoi. Et puis tu l'éteins à la maison, enfin, tu déconnectes. Et bon, lui, ça l'ennuyait un peu, mais bon, il dit, ok, voilà. Et donc, il prend son casque, son petit scooter, il part. Et nous, on était une soixantaine dans le chat, et on discutait. Moi, je leur racontais justement ce qui s'était passé à Fougeray, enfin, voilà. Les gens posaient des questions. Plan fixe sur le studio. Et à ce moment-là, il y a une caméra qui était un peu en face de nous, quoi. Et à un moment, la caméra, on l'a vu faire, alors, comme ça, bon, elle tombe. La caméra peut tomber, sauf qu'elle s'est relevée après. Ah ouais. Et ça a été filmé dans le Facebook Live. Dans le Facebook Live, on a le truc, la caméra tombe. D'accord. Voilà. Une caméra qui tombe, je veux dire, ça je veux bien, il n'y a rien de paranormal pour moi. Oui, c'est voilà. Exactement. Puis voilà, quoi. Mais une caméra qui se relève, c'est beaucoup moins normal. Ouais. Et là, tout le monde a, bien sûr, il y a eu enfin, on pouvait pas crier dans le chat, mais tout le monde a mis des messages, la caméra, etc. Et donc j'ai envoyé un petit message à Bob en disant, écoute, quand tu arrives chez toi, tu regardes le Facebook Live, tu regardes une sorte de replay là. Le studio était fermé. Ouais, il y avait plus personne, Et je lui dis, écoute, tu vas pas le croire, mais il y a une caméra qui a bougé toute seule. Et il me dit, non, tu déconnes, c'est pas vrai, et tout. C'est fou. Voilà, alors c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est des petites choses comme ça. Et on avait filmé, par contre, ça on l'a eu sur, enfin BTLV là sur vidéo, quand lui dort dans sa chambre tout seul à Fougeray, parce qu'en fait, quand on y avait été, chacun dormait tout seul dans une chambre. Lui dormait dans une chambre et dans sa chambre, la chambre de Bob, on avait mis du matériel, quoi, des projecteurs, enfin pas des projecteurs, captés, comment on appelle ça, des trucs infrarouges, enfin des enregistreurs, enfin plein de choses. Et en pleine nuit, on a filmé quand même un truc très bizarre avec son drap qui bouge tout seul. Lui, il bouge. Alors bon, on voit bien que c'est pas lui parce qu'on voit bien ses bras, ses jambes, et c'est pas l'endroit du lit où il se trouve. C'est des grands lits, à Fougeray. Et là, on voit nettement le drap se soulever comme une vague, quoi, comme ça. Et ça, on l'a fait. Je me souviens justement pour l'anecdote que toujours à Fougeray avec le grand gilet, je crois que c'était où il avait enregistré pendant qu'il dormait comme des étincelles dans l'air en fait. Oui, il n'expliquait pas. Ils sont expliqués. Voilà, c'était 3-4 comme ça, mais bon, ça apparaît, ça disparaît. Comme s'il y avait une distorsion. Un petit truc d'énergie, une petite chose. Mais c'est à Fougeray, voilà. Alors à Fougeray, moi j'ai jamais constaté, j'y suis allé 3 fois, j'ai jamais constaté de choses très spectaculaires, mais des petits trucs comme ça, oui. Lors de tes recherches, t'arrive-t-il de te déplacer sur les lieux? Ça m'arrive. Alors moi, comme je l'ai dit au début, je suis un historien de l'étrange. Donc moi, je travaille beaucoup sur de la documentation, sur des faits, sur des histoires très anciennes. Parfois, c'est pas très utile d'aller sur les lieux parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Mais quand je peux, et quand c'est pas trop loin, parce que mon périmètre c'est le monde entier, et que mes éditeurs n'ont pas les moyens de me payer des voyages au Brésil ou au Japon, voilà. Bon, mais sinon quand je peux, oui. Alors donc ça concerne surtout l'Europe et un peu les États-Unis parce que c'est là où je vais, quoi. Mais en général, j'essaye à la fois pour mes enquêtes, où ça me permet aussi d'aller confirmer des choses que j'ai écrites pour me rendre compte un peu sur place comment c'est. Et puis ça me permet aussi de donner du contenu parce que j'ai fait des dossiers sur les fantômes en Angleterre, j'ai été aux États-Unis, voilà. Là, j'étais à Berlin il n'y a pas si longtemps, je vais faire un gros dossier sur les fantômes de Berlin. Ça me donne aussi de la matière, comme on dit. Une enquête qui t'est marquée plus qu'une autre à l'étranger, comme ça, au vol, comme ça? Il y en a 2 que j'ai bien aimé assez récemment. J'avais été en Angleterre dans les Cotswolds, vraiment pour faire du tourisme. Et en fait, en me renseignant, je me suis aperçu que j'avais bien choisi la région, parce que c'est là où tu as l'auberge la plus hantée d'Angleterre, tu as le village le plus hanté d'Angleterre, tout le village est hanté. C'est-à-dire qu'en fait, les gens te racontent que dans chaque rue, il y a des fantômes, des trucs. Comment s'appelle cette auberge? Alors tu me poses une colle parce que j'ai oublié son nom anglais. Elle est sinistre. C'est pas là où il y a des animaux empaillés. Ouais, elle est sinistre parce qu'on y a brûlé une sorcière. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça. C'est un nom.
C'est un nom, j'ai plus le nom, là je pourrais te retrouver. Ouais, c'est pas grave. Mais je crois, je situe. C'est un petit village, hein. En fait, Ouais, c'est un tout petit village. Et franchement, cet endroit, cette auberge-là, elle est assez sinistre. C'est une femme un peu haute en couleur hein, qui est propriétaire. Oui, c'est ça. Exactement. Qui a repris. Qui... Bah, ça appartenait à son père avant. Enfin, ouais, voilà. Je crois que c'est ça. D'accord. Ouais. Ah ouais, donc elle fait visiter. C'est pas toujours facile de visiter d'ailleurs. C'est pas très grand, hein. Mais l'endroit dégage des ondes. Alors vraiment, enfin, même moi qui suis pas forcément sensible à ça, je trouvais que l'endroit, mais vraiment, c'est très sinistre. Ah ouais, d'accord. Très sinistre. Alors après, j'avais été faire un tour un peu plus au sud à Stonehenge, enfin. Mais cet endroit, les Cotswolds, qui est vraiment très joli, c'est l'Angleterre des cartes postales. Ouais. En fait, il y a une histoire de fantômes par village, quoi. C'est incroyable. Ouais, t'as des auberges, t'as une prison, t'as des châteaux, enfin tout est hanté. Tout est hanté là-bas. Mais je me souviens, il y avait les Bolt aussi à Édimbourg, les fameux terrains là, qui sont très connus. Écosse, bien sûr. Le Fire Club aussi. Tout est hanté, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Donc il y avait ça, et puis aux États-Unis, oui, parce que je suis allé plusieurs fois à Washington. Donc d'abord, je m'étais intéressé sur les fantômes qui étaient dans Washington. Parce que dans Washington, t'as d'histoires de fantômes au Capitole, à la Maison Blanche, etc. Mais dans pas mal d'hôtels et d'édifices publics, t'as des belles histoires de fantômes. Puis t'as des cimetières, enfin voilà, la maison la plus ancienne de Washington qui a 250 ans, qui est toute petite et qui est hantée, enfin, qui est d'ailleurs pareil, comme l'auberge anglaise, est pas très sympa à regarder. Et puis là, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en juin dernier, en juin 2024, j'étais là pour le coup, je suis allé dans le Maryland. Et le Maryland, t'as Annapolis, qui est une ville où il y a plein de maisons hantées. Et puis j'ai été faire un tour sur la route là où il y a le Goatman. Le Goatman, c'est l'homme-chèvre, donc c'est une sorte de cryptide. L'homme-chèvre ? Ouais, c'est un cryptide. C'est le cryptide du Maryland. Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est un homme qui aurait subi alors c'est la légende, hein. Un homme qui aurait subi des expériences dans les années 50, 60 et qui aurait été couplé, ou je sais pas comment dire, son ADN aurait été couplé avec celui d'une chèvre. Et donc ça serait devenu une sorte de créature assez effrayante qui entrait les bois. Et c'est marrant parce qu'en fait, il le place sur une route qui est très étrange en fait. Cette route, elle est vraiment dans une zone, comment dire, tout autour, tu es dans une zone très urbaine avec des pavillons, des centres commerciaux, enfin, il y a tout à fait à l'américaine, on va dire. Et dès que tu arrives dans cette route, là, tout de suite, il y a une sorte de périmètre sauvage, avec des marécages, avec une forêt. Et je pense qu'ils ont bien choisi la route. D'accord. Voilà. Donc l'endroit est déjà assez curieux. C'est drôle parce qu'il y a là-bas, ils ont le Bigfoot, nous on a le Dogman, on a les loups-garous. Bah, en fait, aux États-Unis, chaque État a son cryptide. Hein. Oui. Donc dans le Maryland, c'est le Goatman. Voilà, c'est le Goatman. Si tu vas un peu plus à l'ouest, t'as la Virginie occidentale. Là, tu vas trouver le Mothman, ou le monstre de Flatwoods, enfin des choses comme ça. D'accord. Et tout à l'ouest du Maryland, j'ai été jusqu'au bout, enfin jusqu'à la frontière avec la Virginie. Et pas loin, tu peux aller à Burkittsville. Alors Burkittsville, ça parlera aux cinéphiles. C'est le petit village qu'on voit dans Blair Witch. Ah, d'accord. Voilà. Tout le monde connaît Blair Witch. Voilà, Blair Witch, la scène du cimetière, enfin quand on voit le cimetière avec les jeunes. Donc j'ai été voir le cimetière qui n'a à peine changé par rapport au film. Hormis qu'il y a plus de tombes parce qu'il y a des gens qui sont morts entre-temps. Ouais. C'est un vrai cimetière, hein. C'est pas un cimetière de cinéma. Et puis je suis allé dans la forêt. La forêt, ils ont tourné Blair Witch, qui est la même que dans le film, sauf que les arbres ont un peu poussé, quoi. Ouais, c'est tout. Ça, ouais. Elle est un peu plus dense. Voilà. Ouais, et en plus, j'ai entendu dire qu'effectivement que c'était tout avait été construit de toutes pièces, l'histoire de Blair Witch. Oui. Il y a une légende locale qu'ils ont. Alors, il y a une vague. Alors, j'ai cherché. Il y a quand même une vague, une petite dose de réalité. Ouais. Mais après, tout ça a été déformé pour créer une légende, effectivement. Et les gens qui ont fait les réalisateurs s'en sont inspirés pour faire le film. Voilà. Et je crois même qu'avant la sortie du film, quelques mois avant, ils ont fait un faux reportage. Oui. Mais c'était génial. C'est une idée marketing formidable parce que d'abord c'était sans doute le premier ou un des premiers films de found footage. Voilà, le côté on trouve une caméra vidéo et puis on découvre ce qui est arrivé à certaines personnes. Et puis ils ont eu l'idée géniale de créer un site web, de faire lancer des rumeurs, enfin. C'est d'ailleurs devenu l'un des films les plus rentables de toute l'histoire du cinéma. Ah bah il a coûté rien du tout, presque. Presque. C'était un peu comme Evil Dead dans les années 80 pour les plus anciens. Ce fameux Evil Dead, rien du tout. Tout le monde connaît Evil Dead. Voilà, tu connais Evil Dead, Hélène? Ah oui. Tu l'as vu? Moi je l'ai vu au cinéma quand j'étais gamin, ça m'a traumatisé. Terrorisé ce film. Ouais, bah bien sûr. Terrorisé. Et voilà. Et donc Blair Witch. Non mais la forêt de Blair Witch il y a une ambiance quand même. Je comprends pourquoi ils ont choisi cette forêt pour le film, parce que il y a une bonne ambiance. Ouais.
Mais bon, je recommande à tout le monde d'aller à Washington, le Maryland, etc. Parce que quand t'aimes le paranormal, c'est un bonheur. Hein. C'est pas le premier endroit auquel on pense quand on va aux États-Unis. On va penser plutôt à oui, Los Angeles, New ouais, York, Amityville. Tu sais, à Washington, t'as par exemple l'escalier de l'exorciste. Hein. Donc il existe réellement. Ah ouais. Ouais. Voilà, j'étais dedans. Je l'ai descendu à pied. Dessus. Ah ouais, mais il failli tomber d'ailleurs. L'escalier de l'exorciste, c'est-à-dire celui où le prêtre, quand il se jette par la fenêtre et il meurt. Voilà. Il tombe dans l'escalier. Exactement. Le fameux. Et voilà. Et l'escalier existe. Et en bas, tu as une plaque en disant c'est ici que. Enfin, ça n'a pas été tourné en studio, c'était vraiment tourné dans cet escalier qui est très très raide, hein, qui est vraiment assez effrayant. Ouais. Et la maison dans laquelle a été tourné le film est juste au sommet de l'escalier. Mais alors, elle n'est pas juste à côté comme dans le film, elle est dans un espace de 5-6 mètres, quoi. D'accord. Voilà. Mais elle existe vraiment. Comment est-ce que tu travailles en fait? Tu as des contacts dans certains milieux qui te disent « Ah, il y a peut-être une affaire pour toi à étudier, etc. » Ou alors tu fais toutes tes recherches tout seul et puis tu choisis en fonction de ce que tu trouves. Les deux, mon capitaine, comme on dit. C'est-à-dire. Oui, alors d'abord, je travaille comme un historien, c'est-à-dire que je vais rassembler le maximum de documentation, je vais trouver à droite et à gauche sur une affaire. Tous les types de documentation, hein, que ça soit écrit, visuel, audio, vidéo, tout ce qu'on peut trouver. Voilà, exactement. J'essaie toujours beaucoup de trouver si l'événement a donné lieu à une couverture par la presse, de trouver les coupures de presse de l'époque. Ça, c'est toujours intéressant. Ouais. Mais ça peut être d'autres documents sur des affaires d'OVNI. Si ça existe, il faut essayer de trouver les PV de gendarmerie quand il y a eu des déclarations. Ça peut se trouver, ça? Oui, bien sûr. D'accord. Après, je peux te donner l'exemple d'un cas très connu en France où les PV de gendarmerie sont extrêmement précieux. Donc voilà, il y a toute cette partie où je travaille un peu tout seul et je récolte tout. Et puis après, effectivement, avec le temps, je commence à connaître pas mal de gens dans tous les domaines, et donc je leur demande, toi, tu sais pas si tu connais pas quelqu'un, ou est-ce que toi-même t'as pas de la documentation sur cet événement, ce dossier. Voilà. Et il m'est arrivé, mais ça m'est arrivé à partir de mon 3e livre, que des gens m'envoient des mails ou que je rencontre dans des conférences ou des salons, et des gens qui viennent me dire vous avez déjà entendu parler de cette affaire. Voilà, est-ce que des informateurs un peu anonymes? Oui, mais c'est désintéressés. En fait, voilà, moi je les connais pas. En fait, c'est pas vraiment des correspondants. Enfin, j'ai pas de contact avec eux. C'est vraiment des gens qui viennent me voir en disant voilà, je vois que vous vous intéressez au sujet. Moi, je connais cette histoire. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et dans mes livres, il y a, on va dire, entre 3 ou 4 histoires qui m'ont été inspirées par des gens qui m'ont envoyé des mails. L'auberge Ramarine? Oui, c'est ça, non? Oui. C'est le village qui s'appelle comment? Ah, je sais pas. T'arrives à trouver? C'est machin upon quelque chose. C'est un nom upon quelque chose. Ou on quelque chose. En tout cas, moi, je faisais référence à celle-là. Oui, je pense que c'est celle-là. T'est-il arrivé de te mettre en danger dans une de tes enquêtes, volontairement ou involontairement, en tentant de faire certaines recherches ou à rencontrer certaines personnes? Mais écoute, il me semble pas. Moi, je fais pas d'urbex, hein, je vais pas dans des endroits où on peut rencontrer des gens un petit peu étranges ou un peu dangereux. J'ai pas souvenir, non. Alors déjà, du côté paranormal, j'ai jamais eu d'agression, de quoi que ce soit, parce que je pense que le paranormal, de manière générale, n'est pas très agressif. Je connais très très peu d'histoires, de manière générale, de gens qui ont vraiment souffert, que ce soit dans le domaine des poltergeists. Enfin, il y a les poltergeists qui peuvent être des manifestations un peu violentes, mais souvent, on s'aperçoit que les poltergeists ne visent pas les gens. Il y a rarement des gens blessés par les poltergeists. Les ovnis, on connaît des histoires, oui, certaines histoires un petit peu violentes, mais en tout cas, moi, personnellement, non. T'as entendu parler de cette histoire de ce chasseur de fantômes très connu à la télé américaine, qui a été retrouvé mort dans sa salle de bain, et la police a classé sa mort comme étant possiblement paranormale. Non, je connais pas du tout cette histoire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais. Et autant que je sache au niveau médiatique, c'est le seul cas répertorié a priori de possiblement une mort imputée à un fantôme, puisqu'il venait juste de se marier, il gagnait très bien sa vie, il n'avait aucun problème, ni de dépression ni quoi que ce soit, aucune raison de se suicider, et il a été retrouvé mort un matin. Et il se trouve que des semaines auparavant, il avait fait une enquête pour une de ses émissions. Et ça faisait plusieurs jours qu'il disait à ses collaborateurs, à sa famille, qu'il se sentait suivi par quelque chose qu'il ne voyait pas, il se sentait observé chez lui,
Et il avait très très peur, paraît-il, et voilà, enfin, l'histoire s'est terminée comme ça, dramatique. T'en as pas entendu parler ? Non, je connais pas. Enfin, moi, ça m'avait troublé. Ton enquête la plus difficile, est-ce qu'il y a une enquête ou des recherches que tu as pu faire pour un de tes livres qui t'est amené à te dire, non, celui-là, je vais jamais pouvoir le faire, c'est une vraie galère, je laisse tomber ou... Je pense que si je me suis dit ça pour une enquête, c'est que l'enquête, on l'a jamais vu dans un de mes livres. Mais non, de manière générale, ce qui me pose problème, c'est quand les histoires se sont passées dans des pays dont je maîtrise pas la langue. Moi, je suis pas polyglotte, je parle en français et anglais. Je peux me débrouiller un peu en italien, mais très peu, ou en allemand, mais c'est très faible. Et donc je suis assez handicapé quand on va dans des pays où on parle portugais, japonais, russe ou autre. Et ça m'est arrivé. Il y a l'affaire du col Dyatlov, par exemple, dont je suis le premier à avoir parlé en France, dans un livre en tout cas. J'ai eu un peu de mal parce que pour longtemps, ma documentation était essentiellement américaine. Parce que les Américains sont intéressés très tôt à ce sujet. Et donc il y avait pas mal de sites ou de gens qui travaillaient sur le sujet. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'en disaient les Russes. Voilà. Ah oui. Et donc, voilà. Et je pensais j'étais persuadé qu'il y avait pas mal de documents à exploiter de leur côté. Ils n'ont pas trop cherché au départ, les Russes. Hein. Les Russes, en fait, il faut savoir que l'affaire Dyatlov, jusqu'à la chute de RSS, c'est top secret. Hein. Ouais, voilà. On n'en parle pas. Ça a commencé à sortir et ça s'est propagé doucement sur Internet à partir des années 90, et sachant que le web n'a été inventé qu'en 92. Ouais. Donc on le voit émerger, alors je sais pas quand, mais ça doit être au tournant, on va dire, des années 2000, on commence à parler un peu de cette histoire. Il y a eu un bouquin écrit par une Russe, hein, d'ailleurs, dans les années 2000, et ça commence à ce moment-là. D'accord. Et le problème, voilà, c'est de se faire traduire tous ces documents qui n'ont pas été traduits, justement. Et à l'époque, il y a encore 10 ans, Google Traduction, enfin tous les logiciels, on va dire, de traduction qui aujourd'hui deviennent assez performants. Ça marche bien maintenant. Il y a l'IA aujourd'hui qui permet de traduire beaucoup de choses. Il y a 10 ans, c'était très faible. Et donc, tu avais beaucoup de problèmes pour avoir des traductions. J'ai eu le même problème avec un sujet sur un artefact qui a été trouvé en Roumanie, un objet soi-disant en aluminium qui aurait été trouvé dans des couches datant de la préhistoire. Donc tu vois le côté totalement anachronique. Et en fait, les vraies pistes et les vraies hypothèses pour expliquer ce qu'était cet objet étaient en roumain. Parce que côté européen, tout le monde en parlait en disant oui, alors on ne sait pas ce que c'est un pied, c'est soit c'est un morceau d'avion de la Deuxième Guerre mondiale, hypothèse tout à fait probable, soit c'était carrément un délire en disant c'est un morceau d'ovni d'un appareil, d'un ovni qui s'était posé à la préhistoire et qu'on a retrouvé dans des strates géologiques oubliées. Quoi. Comment un morceau de métal datant de la Deuxième Guerre mondiale peut traverser les strates au point d'aller au niveau de préhistoire? Alors il y avait des explications qui disaient qu'en fait s'il était tombé du ciel, à ce moment-là il y avait ça bougeait un peu dans le coin et c'était possible. Il y a une autre... Où il est dans un musée. Oui, dans un musée en Roumanie. Il est visible. Oui, bien sûr, on a des photos et tout. Ils doivent savoir si ça vient d'un avion. Ouais. En fait, ce qui étonnait tout le monde, c'était qu'il était dans un aluminium quasiment pur, ce qui est très très rare. D'accord. Ouais. Et il y a une autre piste qui a été donnée, mais ça qu'il faut vraiment aller faire fouiller dans des documents roumains, à savoir que pas très loin du village où a été retrouvé cet objet, il y a une fabrique d'aluminium, il y a une usine d'aluminium, et ils pensent que ça serait peut-être des scories ou des chutes. D'accord. Tout simplement, donc il faudrait peut-être pas les chercher loin, et que ces chutes auraient été enterrées en fait par quelqu'un pour... Voilà, c'est des déchets qu'on aurait enterrés. Ah ouais, d'accord. Oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible, Mais ça, c'est l'exemple type pour montrer que si tu parles pas roumain, ou si tu te fais pas traduire certains documents, tu passes à côté de l'hypothèse. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que lorsqu'on fait des recherches, surtout sur le paranormal, il faut pas se placer du côté paranormal, mais se placer du côté de la personne qui veut prouver sa non-existence, plutôt que d'essayer de prouver son existence. J'avais lu ça quelque part. Sinon, notre recherche risque d'être orientée... Oui, c'est le fameux biais de confirmation. Oui. En fait, c'est plus en termes de croyance. Si tu crois qu'un événement ou quelque chose que tu as enregistré ou dont tu as eu connaissance est de nature paranormale, tu vas rechercher tous les éléments qui vont dans le sens de ta conviction. Exactement. Voilà. Ouais. Et il vaut mieux en fait chercher aussi tous les autres éléments qui vont peut-être justement prouver que en fait il n'y a rien de paranormal là-dedans. Mais moi je cherche pas systématiquement les choses qui vont prouver le contraire. Je cherche tout. Ouais. Et après je me fais mon jugement en disant là effectivement j'ai trouvé des éléments qui prouveraient que c'est faux, que c'est une supercherie, ou que ça tient pas debout, ou que c'est tout à fait explicable. Et puis il y en a d'autres où je dis là je ne sais pas. Hein. D'accord.
Alors, que penses-tu de toutes ces vidéos déclassifiées par le Pentagone où on voit des ovnis pris en chasse par des avions américains? T'en penses quoi de tout ça? Alors, sur le contenu lui-même des vidéos, je me prononce pas parce que je suis pas spécialiste et je suis incapable comme ça d'analyser une vidéo et de dire de dire si vraiment les objets, ce qu'on voit dessus est totalement comment dire, inconnu à l'homme ou si c'est quelque chose d'humain, ou en tout cas fabriqué par les hommes. Ça, je suis incapable de le dire. Moi, je fais confiance au fait que ça soit l'armée américaine qui produit ces vidéos. Et c'est ça qui, en fait, l'élément le plus important et qui est pas souvent souligné. C'est-à-dire que les gens se focalisent sur le côté, regardez, il y a ces vidéos, il y a des objets bizarres, etc. D'accord. Mais personne se dit, mais attendez, c'est l'armée qui nous donne ça? L'armée américaine? C'est ça qui est incroyable. Parce que c'est pas des ufologues qui ont trouvé ça, c'est l'armée qui dit, l'armée, en plus, en l'occurrence, l'armée la plus puissante du monde, hein, l'armée américaine, qui dit, voilà, nos pilotes ont filmé ça et on sait pas ce que c'est. Mais c'est l'armée qui les donne volontairement ou c'est la législation américaine qui dit maintenant vous déclassifiez, c'est la loi, vous n'avez pas le choix? Alors, il y a les deux. C'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de gens qui après se disent il y a d'autres vidéos, alors on va demander à les déclassifier. Et puis la loi américaine fait que oui ou non. Enfin bref, tout ça devient très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même l'armée américaine qui reconnaît que dans son espace aérien, il y a des objets, elle ne sait pas ce que c'est. Ça veut dire qu'une armée, chose qui est impossible, une armée ne reconnaît jamais ses faiblesses. Jamais. Aucune armée du monde, dans aucune civilisation, ne reconnaît ses faiblesses. Et là, tu as une armée qui dit, bah là, il y a des trucs, on ne sait pas ce que c'est pas nous. C'est pas nous. Alors c'est peut-être, c'est pas forcément extraterrestre, hein, ça peut être chinois, russe ou venant d'une société privée à la Elon Musk, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà qu'une armée reconnaisse qu'il y a un truc qu'elle maîtrise pas, c'est totalement inédit. Et déjà, c'est un point qui est, à mon avis, majeur. Parce que, à ma connaissance, hein, je suis pas un spécialiste d'histoire militaire, mais j'ai pas d'exemple d'armée reconnaissant ses faiblesses comme ça. Enfin, reconnaissant en tout cas. En général, non, évidemment. Un point qui lui pose problème. Justement, parce que c'est peut-être ce que c'est l'armée la plus puissante du monde, bah, s'il y en a une qui peut se permettre sans prendre de risques, c'est bien eux. Un pays plus petit, ayant moins de forces armées, etc., qu'il avoue une faiblesse supplémentaire, ça peut être plus préjudiciable peut-être. Alors après, il y a des gens qui vont te dire tout ça, bon, c'est une communication gentiment orchestrée, c'est peut-être ce qu'on appelle un écran de fumée, et on te balance des vidéos, on accepte de déclassifier des vidéos pour faire parler d'un sujet, ça va attirer l'attention, tout le monde va dire « Ah, c'est quoi ces trucs ?» et tout, et en fait, il se passe d'autres trucs à côté, et on veut en fait les masquer, tu vois. Enfin, en tout cas, ne pas attirer l'attention dessus. C'est possible, hein. Tout est possible. Aujourd'hui, on crie au complotisme pour tout, mais en fait, on se rend compte que les complots sont partout, quoi, depuis toujours. Oui, mais les complots, il y en a toujours eu. Alors après, il y a complot, il y a conspiration et complotisme, c'est pas la même chose. Les conspirations, oui, il y en a eu dans toute l'histoire. On sait des gens qui ont conspiré un moment pour faire quelque chose, faire un attentat, pour tuer un chef d'État, ou je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, alors les secrets aussi, il y en a toujours eu. Les secrets, les armées ont des secrets, les services secrets, ils s'appellent les services secrets, c'est pas pour rien, ont des secrets. Et ils ont forcément des choses qu'ils n'ont pas envie de révéler parce que c'est des secrets défense. Ils protègent leurs nations respectives, donc c'est normal. Moi, je trouve ça normal. Moi, je serais inquiet si l'armée était totalement transparente. L'armée, ça s'appelle la Grande Muette, hein, c'est pas pour rien. Elle a des secrets à protéger, les services secrets, voilà, et aussi. Alors après. Est-ce qu'on nous... Alors oui, on nous dit, oui, on nous cache plein de trucs. Je vais pas dire qu'on nous cache rien, c'est pas vrai. Mais je pense que, en tout cas dans le domaine OVNI, hein, après il y a peut-être d'autres sujets, je ne sais pas. Mais dans le domaine OVNI, j'ai l'impression beaucoup d'organismes officiels sont plus embarrassés qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils voient bien qu'il y a un phénomène, ils voient bien qu'il y a des trucs bizarres et ils savent pas trop comment l'aborder. Voilà. Alors aux États-Unis, ils en parlent quand même. Alors après, il y a plein de gens qui prennent la parole. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, la culture OVNI est pas du tout comme chez nous. En France, c'est le silence, quoi. Mais c'est le silence parce que l'armée ne communique jamais. L'armée, moi, j'ai jamais entendu l'armée ou très, très rarement parler d'OVNI. Et d'ailleurs, l'armée française, c'est sûr. Dans mes conférences, je demande toujours aux gens, vous connaissez des politiciens français qui parlent d'OVNI? Aucun. Aux États-Unis, c'est tous les présidents. Trump, Obama, Bush et tout ça, même Clinton en parlait. Jimmy Carter avait vu un OVNI dans les années 70.
Voilà, ils en parlaient. Enfin, à un moment, ils en ont tous parlé parce que c'est un enjeu électoral. Et il y a tellement de gens qui croient aux ovnis aux États-Unis qu'il faut s'adresser à eux. Ouais. Même pour dire n'importe quoi, il faut leur parler. Voilà. Et ça ne mange pas de pain de dire si je suis élu président, je vous dirai la vérité. Oui. Voilà. Et je vous dirai s'il y a quelque chose dans la zone 51. Ouais, mais ils l'ont tous dit. Ouais. Mais Trump, il l'a dit dans sa dernière campagne là. Mais j'ai envie de dire, mais attends, Trump, il a déjà été président. Et pendant son premier mandat, apparemment, ce serait parce que ce serait la sécurité de l'État. Tout ce qui est en rapport avec la sécurité de l'État, il n'a pas le droit d'en parler. Ouais. Oui, mais je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Mais est-ce que tu as connu l'émission, enfin, c'est encore sur YouTube là, ça s'appelle OVNI, une affaire d'État. Oui, fait par notre Français Dominique Filiol, que je connais bien. Et il y a un politicien. Un ex-politicien français qui parle de tous ces phénomènes et qui dit oui, ils existent, ils sont là. Et il expliquait, c'est chose qui m'a marqué, que lorsque ces objets sont observés, en fait, pour savoir s'ils sont terrestres, il y a un moyen très simple, c'est d'attendre quelques années, 5-10 ans, je crois que c'est 10 ans. Et il expliquait que il y a l'espionnage industriel qui existe depuis toujours, et en général, un secret d'État ou un secret militaire ou une technologie nouvelle, eh bien, tôt ou tard, le pays ennemi, entre guillemets, connaîtra cette technologie dans les 10 ans. Et là, on a eu ça pour les avions furtifs, par exemple. Voilà. Et là, on voit que pour les ovnis, ça fait 40 ans qu'on en parle, et il n'y a aucune technologie équivalente qui est apparue. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Et moi, il faut penser en France, et je conseille à tout le monde, à tous les gens qui découvrent l'ufologie ou qui s'intéressent au sujet, mais sans être spécialistes, ils demandent toujours par quoi je peux commencer. Et ben, je dis toujours, lisez le rapport Cometa. Oui. Le fameux rapport Cometa, et ça existe en livre de poche. Ça coûte quelques euros. D'accord. Et c'est le rapport qui avait été remis à Lionel Jospin par toute une série de gens assez importants en France qui avaient fait un état des lieux sur cette histoire d'OVNI. Et franchement, ça reste une référence. Il y a beaucoup de problématiques et d'exemples qui sont donnés dans le rapport Cometa qui sont vraiment très très intéressants. Et c'est lisible par tout le monde, hein. C'est très, très, très simple à comprendre. Alors moi je l'ai jamais lu, mais c'est vrai, j'en ai beaucoup entendu parler. Dès qu'on parle d'OVNI en France, on parle du rapport Cometa, systématiquement. Ouais. Alors on va revenir sur toi un petit peu. Depuis 2011, tu écris des livres, d'après ce que j'ai sur le paranormal, oui. Alors, je suis allé voir Wikipédia, hein, je vais pas te mentir. Du coup, tu as écrit combien de livres? Est-ce que tu es passé d'un sujet à l'autre ou tu es resté plutôt dans le même sujet? Alors, moi j'ai écrit des livres depuis bien longtemps, depuis les années 90, en fait j'en ai écrit beaucoup, mais le paranormal que depuis 2015 exactement. Voilà. Et j'ai écrit 5 livres sur le paranormal. 4 qui sont des compilations d'histoires, de dossiers que j'ai trouvés dans le monde entier et que je considère totalement vrais et totalement inexpliqués et pour lesquels je donne des hypothèses. Et puis le tout dernier livre qui est lui sur les bateaux fantômes. D'accord. D'ailleurs, je voudrais te remercier parce que Jocelyn m'a fait un petit cadeau, il m'a offert un de ses livres en arrivant, c'est Zone Paranormale. Non, Affaires étranges. Affaires étranges, c'est mon 3e. Zone Paranormale, c'est celui d'Hélène. Et je le lirai avec grand plaisir, parce que moi je suis passionné par tout ça et je voulais te remercier. Il y a des sacrés... je l'aime bien Affaires étranges parce qu'il y a dedans, je pense, les plus grands cas d'OVNI français. Tu as l'affaire de Valençol, et tu as l'affaire d'Aravilliers. Tu as aussi, si je me rappelle bien, l'affaire Carlington aux États-Unis. Voilà, c'est des grandes affaires que j'aime beaucoup raconter en conférence. Moi j'adore. Notamment Aravilliers, parce qu'Aravilliers, c'est notre rencontre du 3e type à nous, en France, 98. C'est la dernière grande histoire d'OVNI en France. Il n'y en a pas eu depuis avec rencontre du 3e type, enfin, observation missing time, enfin la totale. Il y a la totale. Et le dossier n'est pas fermé. Ça, c'est important. Alors moi, je l'ai pas découvert. Hein. Je suis pas voilà. Mais je l'ai remis au goût du jour parce que l'histoire tombait dans l'oubli. Et donc je me suis dit, mais c'est pas possible que cette histoire soit... Personne ne la connaît, c'est pas possible, quoi. Elle était connue que des ufologues, elle n'a jamais donné lieu à d'enquête, ni de gendarmerie, ni de couverture de presse. Ni le GEPAN. Ah, encore moins, tu la trouveras pas sur le site du GEPAN. D'accord. Toutes les affaires sont répertoriées sur le site du GEPAN? Non, pas toutes. Non. Parce que moi, je leur ai envoyé un truc. Non, il y a que celles dont ils ont entendu parler, enfin, ou sur lesquelles ils sont vraiment intéressés. Mais là, il n'y a pas eu d'enquête, il y a que des ufologues qui ont bossé sur l'affaire d'Aravilliers. Et elle a encore des répercussions aujourd'hui, parce que dans l'histoire, il y a une petite fille qui avait 2 ans à l'époque, et maintenant une jeune femme, avec qui je suis en contact, et l'histoire est pas totalement
fini, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier livre, Bateau fantôme? Oui, alors Bateau fantôme, alors déjà c'est pas moi qui ai eu l'idée, je vais le dire, je vais être franc, c'est les éditions Vagnon qui sont spécialisées dans les livres de la mer, c'est eux qui éditent le fameux code Vagnon qui permet de passer son permis bateau. D'accord. Ils sont venus me voir en me disant bon, on a beaucoup aimé vos livres précédents, on aime bien la façon dont vous racontez les histoires et comment vous les prenez, comment enfin, vous les comment dirais-je, vous les formulez. Ouais. Et ils m'ont demandé est-ce que vous voudriez écrire un livre sur les bateaux fantômes. Et sur le coup, j'ai fait pourquoi pas, laissez-moi 15 jours pour y réfléchir. Ouais. Je voulais regarder d'abord s'il y avait un peu de matière. Et puis c'était pas un domaine que je maîtrise. J'ai pas le pied très marin. J'ai mon permis bateau, mais ça va pas, ça va pas au-delà de ça. Et je voulais voir si voilà, il y avait de quoi faire. Et en fait, il y a des histoires extraordinaires. Et donc dans le livre, j'en ai récolté, enfin j'en ai pris une trentaine. Il y a 30 histoires. J'en avais un corpus au départ de 50. D'accord. J'en ai écarté certaines, je mettrai peut-être dans un tome 2, on verra. J'ai gardé les 30 meilleures, on va dire, ou celles qui me paraissaient les plus emblématiques et que je présente. Voilà. Et c'est des histoires extraordinaires parce que je me suis aperçu de plein de choses en faisant ce livre sur les bateaux fantômes. D'abord que des histoires qu'on dit totalement légendaires, en fait, reposaient parfois sur des fonds de vrai. C'est-à-dire qu'il y avait soit le capitaine, le bateau, enfin, des choses qui existaient vraiment. Alors que moi, je pensais qu'au départ, c'était qu'une histoire, une légende. Et inversement, des histoires qui sont présentées comme totalement vraies, encore aujourd'hui, là, en 2024-25, sur Internet ou sur YouTube, enfin, voilà, dans des blogs et tout, certaines histoires de bateaux fantômes sont totalement fausses. Mais totalement au sens, sont de pure fiction. Ok. Et il y a des gens qui... Alors je suis très... Il y a l'histoire de l'Ourang Medan, je peux donner cet exemple-là. Juste un chapitre hein, dans mon livre. C'est un bateau qui aurait coulé en 1947 au large de l'Indonésie, un bateau hollandais. Alors, l'histoire est fait très film d'horreur. Hein. Un bateau arrive, on reçoit un message de secours, un SOS, arrive sur place, personne sur le bateau, il rentre dans le bateau, et là il découvre tout l'équipage mort, et puis avec des regards, enfin, totalement tétanisés par la terreur, ils sont tous pétrifiés, enfin, un truc qui fait très très peur. Ouais. Le film d'horreur. Hein. Oui, le vrai film d'horreur. Les marins qui ont découvert ça retournent sur leur bateau et décident de tirer le bateau, enfin d'emmener le bateau qu'ils ont trouvé, l'Ourang Medan, et la ramener quelque part. Voilà. Sauf qu'il y a un incendie qui se déclenche et l'Ourang Medan coule. Voilà. Et donc le bateau disparaît avec tous ses cadavres, etc. L'histoire sort, donc ça serait passé en 47, en 47, 48 et 49, il y a des articles de journaux qui parlent de ça. Et qui raconte toute cette histoire. Bon, après ça, voilà. Puis l'histoire perdure, quoi, on va dire. Et elle est totalement, bien sûr, présentée comme une réalité. Enfin, on a les noms, c'est ça qui est extraordinaire. On a des dates, des lieux, les noms des bateaux, les noms des gens, enfin plein de choses. Jusqu'à ce que dans les années 2010, j'ai plus la date exacte en tête, une bibliothécaire anglaise, en cherchant totalement autre chose, tombe sur un article qui raconte le naufrage de l'Ourang Medan en 1940. Là, il y a un problème. Là. Comment un bateau qui a coulé en 47, on peut avoir déjà le récit de son naufrage en 40. Ouais. Donc là, elle le montre. Alors bien sûr, ça se propage. Il y a des gens qui effectivement, du côté anglo-saxon, qui font des recherches et qui s'aperçoivent qu'en fait, l'histoire, elle date de bien avant. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui coince. Moi, je découvre ça. Et je me dis, je vais faire mes propres recherches. Et effectivement, je vais voir dans Gallica. Gallica, c'est le site d'archives hein, de toute la presse française, notamment. Ça, et je trouve un article en 41, dans un journal de 41, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, qui raconte sur 2 pages le naufrage de l'Ourang Medan. Et donc là, je me dis, là, il y a un truc qui... soit il y a une faille temporelle, soit il y a un truc qui va pas. Ouais. On peut pas avoir un bateau qui coule en 47 dont on raconte le naufrage en 40 ou 41, enfin, selon les sources. Donc là, il y a un truc qui va pas. Et en fait, en cherchant, puis en recoupant avec d'autres chercheurs, je suis pas le seul, hein, cette histoire a passionné plein de gens, finalement, on a trouvé un petit peu la solution. C'est un Italien qui a inventé l'histoire avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il a proposé à certains journaux. Certains journaux l'ont prise sans vérifier. Ce qui explique pourquoi, dans les années 40-41, on trouve quelques articles sur cette histoire. Après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, donc tout le monde a oublié l'histoire. Et le même Italien est revenu après la guerre et a refourgué à d'autres journaux la même histoire. Malin. Voilà. Alors moi je trouve, alors bon, c'est une supercherie, tout est faux.
tout est faux. Le bateau Laurent Médan n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de bateau de ce nom-là nulle part. D'ailleurs, c'est impossible. Enfin, et c'est simple. Hein, la quasi-majorité des bateaux sont tous enregistrés. Donc voilà. Oui. Le bateau de secours n'existe pas. Enfin, il y avait un bateau de ce nom-là, j'ai retrouvé, mais lui, il était plutôt, il naviguait au large de l'Amérique du Sud à ce moment-là. Il n'était pas du tout côté Indonésie. Après, on a dit qu'il y avait un rescapé sur une île qui avait raconté un truc. Bon, tout ça est faux. Tout est faux. Voilà. D'ailleurs, il y avait un journal qui, quand même, en 48-49, avait dit « On vous livre cette histoire, mais on vous prévient, on n'est vraiment pas sûr qu'elle soit vraie. » Et personne n'en a tenu compte. Ouais. Et alors moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'histoire, elle a perduré et qu'aujourd'hui, on tourne en 2024. En 2024, tu vas sur Internet, tu tapes Orang Medan et les gens te racontent que l'histoire est vraie. Partout. Ah ouais, mais les gens aiment les histoires. Et tu as sur YouTube des vidéos entières avec des fausses images. Hein, des images d'un faux bateau qui n'est absolument pas l'Orang Medan, qui n'a jamais existé, avec des avec des sortes de mise en scène, avec des cadavres, avec les visages déformés, etc. Okay. Ouais. Donc l'histoire est complètement fausse. Ah, ça va loin. Ouais. Donc ça me passionne. J'aime bien quand de temps en temps j'arrive à pointer un truc qui a l'air au départ très étrange et qui en fait ne l'est pas du tout, quoi. Non, après, tu as d'autres, inversement, dans le livre, tu as d'autres histoires de bateaux pour lesquels, genre la Marie Céleste par exemple, ou des bateaux beaucoup plus récents, qui sont tout à fait réels et sur lesquels il y a des vrais mystères. Ok. Voilà. Écoute Jocelyn, je vais te remercier beaucoup et très chaleureusement pour cette interview. C'est moi qui te remercie. On mettra dans la description de la vidéo tous les liens propres à Jocelyn. Où est-ce qu'on peut te retrouver de façon régulière Alors j'allais dire pour plaisanter dans tous les bars à vin, mais parce que j'aime bien le vin. Mais... On vous mettra l'adresse des bars à vin voilà. aussi. Je peux donner quelques recos. Non, mais voilà, blague à part. Bah écoute, je fais assez souvent des conférences. Alors dans les passé sur C-Star, sur ah oui, alors j'ai fait beaucoup d'émissions, mais elles sont aujourd'hui terminées. Alors sauf s'il y a des rediffusions, en tout cas il n'y a pas de nouveaux projets d'émissions. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai participé à Enquête paranormale sur C8. Qui a été rediffusé sur C-Star, Les Secrets du Paranormal sur NRJ12, Enquête mystérieuse sur RMC Story. Cool. Qu'est-ce qu'il y avait encore une émission sur TMC, là, les grandes histoires du paranormal, quelque chose comme ça. Ouais. Alors jusqu'à présent, il y avait pas mal de podcasts aussi que j'ai fait avec BTLV qui étaient en accès libre sur la plateforme d'Europe 1. Et je crois savoir, mais je ne sais pas quand, qu'ils vont basculer sur RTL peut-être. Ah, voilà. Super. Voilà. Déjà sur BTLV, vous pouvez être sûr de le voir de façon régulière. BTLV, tous les 15 jours, on a une libre antenne où on écoute tous les témoignages pendant 1h30 en direct, tous les témoignages de gens qui ont vécu des aventures extraordinaires, en tout anonymat. D'accord. Et j'ai une émission qui est réservée aux abonnés tous les mois qui s'appelle Les Dossiers Inexpliqués de Jocelyn Keller. Et sinon, dans les salons du paranormal, j'y suis assez souvent, ou des conférences, ou certains salons du livre aussi. Ouais. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, au salon du paranormal. Exactement. Voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, et je n'en doute pas une seconde, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker, commenter, et à vous abonner, bien sûr. Et il n'y m'aurait plus qu'à nous dire au revoir. En fait, on va aller bouffer au resto, mais on va faire semblant de se dire au revoir. Salut Jocelyn. Salut David. À bientôt. Et merci à Hélène qui est derrière et qui nous a assuré une super logistique derrière. C'est elle qui contrôlait les batteries, c'est elle qui... Voilà. Eh ben, c'est cool. Bon, vous avez rien oublié? Non, moi j'ai rien oublié de ce que je voulais dire. Donc c'est parfait. Quand ça file droit comme ça, on est bien.